Bonjour à tous, cher public. Nous sommes ravis de vous accueillir pour un nouveau rendez-vous des Mardis de l'Histoire. Nous sommes mardi 19 janvier et nous proposons pour ce premier rendez-vous de 2021, nous proposons une conférence en lien avec notre exposition Chercheurs de peste. Vous savez qu'actuellement, le musée d'histoire de Marseille, malheureusement, est fermé, mais que très prochainement, je l'espère, nous allons pouvoir réouvrir et nous vous proposerons à ce moment-là une exposition qui s'intitule Chercheurs de peste et qui permet de faire découvrir, qui permettra au public de vous faire découvrir les dernières découvertes scientifiques et archéologiques autour de la peste de 1720. Nous sommes d'ailleurs dans un cadre beaucoup plus large qui est la commémoration du tricentenaire de 1720. Depuis septembre 2020, sachez que nous organisons un certain nombre de rendez-vous, des conférences, des projections. Et donc ce soir, nous vous proposons en fait à la fois un discours d'un chercheur que vous avez déjà vu ou vous connaissez bien, puisqu'il s'agit d'Arnaud Fontanet, qui est professeur au Conservatoire national des arts et métiers, directeur de l'unité de recherche d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Et nous avons donc souhaité lui donner la parole puisqu'il est en plein cœur en fait, de l'actualité du moment. Il travaille notamment sur la Covid-19 et donc son intervention portera plus spécifiquement et a pour titre la Covid-19 entre quarantaine, masque et vaccin ARN messager. Donc l'idée étant de proposer de faire donc ce lien avec aussi entre la Covid-19 et les maladies, on va dire, un peu plus anciennes comme la peste de 1720, mais aussi la grippe espagnole. On trouvait important de proposer ce regard un peu plus contemporain et notamment Arnaud Fontanet nous permettra justement d'avoir on va dire un état des lieux des recherches qui ont été faites sur cette Covid-19. Je lui cède la parole et encore merci Arnaud Fontanet d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, donc nous faisons cette conférence dans des conditions bien particulières, imposées par cette nouvelle maladie, la Covid-19. J'aurais aimé bien sûr être parmi vous aujourd'hui, mais voilà, des choses font qu'on fera cette présentation à distance. Et je l'ai intitulé Covid-19 entre quarantaine, masque et vaccin ARN messager. Donc, je suis Arnaud Fontanet, je suis professeur à l'Institut Pasteur, également au Conservatoire national des arts et métiers. Et je suis médecin épidémiologiste spécialisé sur les virus émergents. Et donc très impliqué, comme vous le devinez, dans la réponse à la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Le titre de cette conférence, je l'ai choisi parce que je suis frappé de voir comment cette épidémie nous a amené finalement à utiliser des méthodes d'autres siècles, de siècles passés, les quarantaines, une protection, un type de masque, qui ressemble finalement à ceux que portaient ces médecins qui s'occupaient des pestiférés. Et dans le même temps, on a, en moins d'un an, développé un vaccin avec une technologie totalement innovante d'ARN messager, dont je vous dirai quelques mots. Et je trouve finalement que d'avoir, sur une période aussi courte, recours à des méthodes de contrôle d'épidémie qui nous emmènent à la fois des siècles en arrière et nous projettent dans le futur est quelque chose d'absolument fascinant. Alors, je vais d'abord vous emmener un an en arrière, le dernier jour de l'année 2019 quasiment, du monde d'avant. C'est un peu comme ça que j'ai l'habitude de décrire. Et j'ai recopié ici un message Internet qui est distribué sur une liste qui s'appelle PROMED, liste qui est partagée entre les épidémiologistes et les infectiologues du monde entier et qui nous alerte sur des nouvelles épidémies, des épidémies en cours, des choses très variées. Il y a à peu près 6 mails par jour, à chaque fois 2-3 messages, et on apprend que voilà, il y a eu des cas de méningite ici, mise à jour sur l'épidémie d'Ebola, d'Afrique centrale, etc. etc. Donc, et puis, le 30 décembre 2019,
Ce message a intrigué un certain nombre d'entre nous et j'ai mis ici en fait en jaune les points de ce message qui nous ont alertés. Alors, la première chose, donc urgent notice, hein, déclaration urgente, évidemment, ça nous amène à nous interroger. Ça vient de Wuhan en Chine et on nous parle de pneumonie de cause inconnue, 4 cas de pneumonie, et puis est mentionné également le lien de ces pneumonies avec un marché, alors un marché de seafood, hein, c'est des marchés de fruits de mer, mais tout ça, évidemment, pour un certain nombre d'entre nous, nous a plongé des années en arrière. 2003, l'épidémie de SRAS en Chine, où finalement nous avions un peu les mêmes ingrédients, une pneumonie de cause inconnue, notion de contact avec un marché, et puis on était en Chine. Et voilà ce dont je me souviens encore, c'était en octobre 2002, un appel du consulat de Canton qui nous dit, vous savez, on observe actuellement en Chine des foyers de pneumopathie pas bien caractérisés, des médecins, ces foyers sont groupés, ils sont dans des grandes villes du sud-est de la Chine, on est près de Canton, pas très loin de Hong Kong. Et c'est donc des symptômes respiratoires, les antibiotiques ne marchent pas, il y a une mortalité élevée, on a du mal à l'estimer, ça se passe plutôt dans les hôpitaux, puis on s'approche de la période hivernale. Et donc pour nous, épidémiologistes, ça évoquait de la grippe qui démarre à cette période, et puis peut-être la grippe aviaire, parce qu'il y avait eu à Hong Kong, quelques années plus tôt, une épidémie très importante de grippe aviaire. Alors c'est d'abord une épizootie, une maladie qui touche les animaux, mais qui nous avait inquiétés parce qu'il y avait eu des cas humains. Et on s'était dit, alors il y a eu un abattage de volailles considérable qui avait été fait à Hong Kong à cette époque, mais on s'est dit ça peut revenir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on a pensé plutôt à la grippe aviaire. Et puis les choses ont basculé quelques semaines plus tard. Les autorités chinoises n'ayant pas vraiment répondu aux demandes de l'OMS d'éclaircissement, ils ont parlé de grippe B, grippe influenza, donc un virus influenza B. Ils ont dit oui, c'est la période hivernale. Les choses sont à peu près sous contrôle, mais on entendait quand même des messages répétés de collègues qui nous disaient il se passe quelque chose en Chine, on ne sait pas très bien quoi. Et puis, à l'hôpital de Canton, en janvier, en fait, ils ont connu une épidémie vraiment importante. Et le 31 janvier, un des patients de cet hôpital de Canton aurait infecté 50 personnes. Et parmi ces 50 personnes, il y avait un médecin chinois, néphrologue, qui, au début, allait pas trop mal. Il va même dans le 21 février à Hong Kong faire du shopping avec son beau-frère. Il séjourne à l'hôtel, alors qu'on appelle pudiquement l'hôtel M, en fait c'est l'hôtel Métropole. Et sur l'espace de 48 heures, il infecte 10 personnes qui vont partir dans 6 pays différents. Le Canada, les États-Unis, Singapour, Vietnam, l'Irlande, et puis retourner en Chine continentale, et qui vont être à l'origine du démarrage de cette grande pandémie dont vous vous souvenez tous, liée au coronavirus du SRAS, qui va durer à partir de février à peu près 6 mois, elle se terminera en juillet 2003, touchera 35 pays, il va y avoir 8000 personnes infectées, 800 morts, alors c'est des chiffres qui nous paraissent dérisoires aujourd'hui, mais qui à l'époque, vous vous rappelez, avait déjà quand même bien secoué la planète parce qu'on était face à un virus respiratoire. On n'aime pas les virus respiratoires parce qu'on sait qu'ils sont difficiles, il est difficile de s'en protéger. Ça passe par des masques, ça passe par des mesures assez contraignantes. Et puis là, il y avait des pneumopathies très sévères, 10% de mortalité, une mortalité plus importante chez les sujets plus âgés. Et voilà comment on est d'un foyer qui était au sud-est de la Chine, passé à une pandémie mondiale après un court voyage à Hong Kong. Et donc nous, quand on sait ensuite que eh bien, l'enquête qui a été menée en Chine s'est assez rapidement focalisée sur les marchés et les restaurants. Pourquoi? Parce que dans les tout premiers patients qui avaient été signalés dans ces villes de Chine, que je vous remontre ici, on avait retrouvé beaucoup de personnes qui travaillaient dans des restaurants ou des marchés d'animaux vivants du sud-est de la Chine.
Et donc, moi-même, je me souviens être parti en Chine à cette époque et suis allé dans le marché de Canton et avec un collègue zoologiste, François Boutou d'ailleurs, et puis d'autres, une mission européenne, on est allé regarder un petit peu quels pouvaient être finalement des animaux candidats pour avoir finalement permis le passage d'un virus animal vers l'homme, parce qu'on sait que ces virus émergents, dans 70% des cas, sont dus à des virus animaux qui font ce qu'on appelle franchir la barrière d'espèce et passent de l'animal à l'homme. Et là, vous avez des photos qui ont été prises dans ces marchés de Canton qui vous montrent la promiscuité qui existe entre les différents animaux et donc possibilité d'échange de virus entre animaux par des sécrétions respiratoires, par de l'urine, par des selles, par tout ce que vous voudrez. Et nos collègues chinois ont d'ailleurs investigué à Shenzhen plus précisément toute une série d'animaux. Et ce sont dans des petits mammifères, des mustélidés, qui vont retrouver finalement l'origine du coronavirus du SRAS. Ce sera la civette palmis masquée qui sera identifiée comme étant le porteur, mais on retrouve aussi des traces, en tout cas des anticorps chez des animaux assez proches, des chiens vivéridés notamment, chiens vivérins pardon, ou des blaireaux. Et c'est des analyses de séquences qui vont être obtenues sur des virus de civette qui vont montrer la très grande proximité de ces séquences avec les séquences de virus humains et qui permettront donc de rattacher la civette palmis masquée comme hôte intermédiaire vers l'homme et qui aurait permis le passage de ce coronavirus à l'homme. Alors, on sait qu'en amont, il y avait une chauve-souris avec un nez en fer à cheval, qu'on appelle donc la horseshoe bat en anglais. Et cette chauve-souris, on ne sait pas comment est-ce qu'elle aurait infecté les civettes. Est-ce que c'est vraiment directement le passage de la chauve-souris à la civette ou il y a eu d'autres animaux dans la chaîne, on ne le sait pas. Mais on sait en revanche que les civettes ont été effectivement à l'origine des transmissions vers l'homme. Et ça s'est fait parce que à cette période en Chine, on est donc dans le début des années 2000, il y a la civette qui est consommée dans les restaurants de nourriture exotique à Canton, qui est un mets très prisé. Elle est en ferme d'élevage maintenant parce qu'il y a de plus en plus de Chinois, grâce à l'augmentation du niveau de vie, qui peuvent s'offrir des civettes. Et ils vont dans ces restaurants, ils aiment bien avoir des fruits frais. On n'a peut-être pas très confiance dans la chaîne de froid dans ces moments-là en Chine. Et on veut donc voir l'animal vivant, on le choisit, on rentre dans la cage, on rentre dans le restaurant. Il y a des cages qui sont dans les restaurants. Et là, les clients pointaient du doigt des civettes en disant, voilà, je voudrais manger cette civette. Et le cuisinier arrive, il prend la civette, il l'emmène dans la cuisine, et il la prépare. Et on est sûr d'avoir un produit frais. Alors, ce n'est pas en mangeant la civette qu'on s'infecte. Non, c'était quand la civette est vivante dans ses cages, que le cuisinier la prend et qu'elle se débat, que là, les clients, les serveurs du restaurant ou les cuisiniers pouvaient s'infecter. Et vous voyez que donc il y a eu aussi ces grandes fermes d'élevage qui ont été mises en place. Et là, nous, on a pu documenter dans ces fermes d'élevage la circulation de ces nouveaux coronavirus entre les civettes qui, après, elles se retrouvaient dans les restaurants. Et voilà un petit peu comment tout ça arrivait chez l'homme. Et il a été maintenant bien documenté, comme je vous l'expliquais précédemment, que vous avez donc un réservoir animal qui est cette chauve-souris, qui a une physionomie assez particulière, avec ce museau en fer à cheval, un peu aplati, la civette palmis masquée, qui est l'hôte intermédiaire, et ça arrive chez l'homme. Et pourquoi c'est la civette palmis masquée, finalement, qui sert d'hôte intermédiaire? Parce que, comme on le voit sur ces figures, mais qui, bon, sont peut-être pas très parlantes pour beaucoup d'entre vous, il existe finalement à la surface des cellules qui tapissent la gorge et tout notre système respiratoire des récepteurs qu'on appelle ACE2. Et c'est là-dessus que va s'accrocher la spicule, hein, la protéine de surface du coronavirus du SRAS et rentrer ainsi dans la cellule. Et comme le montre ces schémas, il suffisait en fait de 2 mutations pour qu'un virus qui était adapté à la civette soit adapté au récepteur humain. Et dès lors, des virus qui circulaient chez les civettes pouvaient très facilement passer chez l'homme. Et c'est ainsi qu'on a eu une pandémie qui, donc, a, comme je le disais, touché 35 pays. Donc voilà que sur la civette, on avait une histoire assez bien calée pour expliquer comment elle avait été le réservoir qui avait permis le passage chez l'homme. Et donc, on comprenait l'origine du SRAS et son émergence. Et voilà que c'est toute cette histoire qui m'est revenue à l'esprit quand j'ai lu ces quelques notes
de cette liste Internet que je vous montrais au début de ProMed, qui nous parlait d'un marché en Chine et de pneumopathie atypique. Il faut savoir qu'il y a eu une autre émergence d'un autre coronavirus, qu'on appelle le coronavirus du MERS, qui a été transmis, qui actuellement sévit encore dans les pays du Golfe, qui est responsable aussi de pneumopathie sévère. Et là, le réservoir animal, c'est le dromadaire. Et on ne sait pas s'il y a une chauve-souris en amont. Ça a été suspecté, ça n'a pas été vraiment confirmé. Mais depuis 2012, on a des épisodes récurrents d'épidémies plutôt hospitalières qui sont liées à ce coronavirus du MERS. Voilà, c'est toutes ces images qui me reviennent quand je lis cette nouvelle de nos collègues chinois du marché de Wuhan. Il faudra attendre à peu près une dizaine de jours pour avoir la suite de l'histoire. Et l'OMS, bien sûr, demande aux autorités chinoises, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous suspectez un coronavirus? Pas beaucoup de réponses. On sait que le marché a été fermé le 1er janvier. On sait qu'il y a un peu plus de cas à Wuhan, mais bon, pas grand-chose. Et une nouvelle assez étonnante tombe le 10 janvier de nos collègues scientifiques chinois, véhiculés par un collègue australien, Eddie Holmes. Là, vous avez le message sur Twitter. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, entre scientifiques, on communique beaucoup par Twitter. C'est très efficace pour faire passer l'information. Donc, il n'y a pas que les rumeurs qui circulent sur Twitter. Il y a aussi de l'information scientifique fiable. Mais voilà, il faut bien choisir qui vous suivez. Et Eddie Holmes, donc le virologue très connu, poste un message qui renvoie un lien sur un site internet qui s'appelle virological.org et une banque finalement de génomes où est postée la séquence complète d'un génome, 30 000 bases. Et c'est un coronavirus à nouveau, un bêta-coronavirus, la même famille que le coronavirus du SRAS, à peu près 60% identique au coronavirus du SRAS. Et ce serait ce coronavirus qui est responsable des pneumopathies de Wuhan, même si on a très peu d'informations. Donc là, on est quand même assez étonné de l'exploit d'avoir réussi en 3 semaines à séquencer complètement un nouveau coronavirus et puis d'amener sa séquence et la rendre disponible à l'ensemble de la communauté. C'est très important pour nous tous parce que grâce à cette séquence, il est possible de faire ça s'appelle des primers, des amorces pour les réactions de PCR qui vont amplifier dans les sécrétions respiratoires les coronavirus et donc nous permettent d'identifier partout dans le monde des infections qui seraient liées à ce nouveau coronavirus. Et ce sont nos collègues de Hong Kong, à nouveau, Malik Peiris, qui postent très vite vous voyez, les séquences TGG, etc. C'est des séquences donc, de nucléotides qui vont coder pour des acides aminés, qui vont eux-mêmes faire des protéines et donc un virus. Et ces séquences, elles permettent de faire des amorces qui vont permettre après d'amplifier le génome d'un coronavirus dans un prélèvement respiratoire, assez naturellement pour une infection respiratoire. Et donc, les laboratoires du monde entier peuvent, dès le 10 janvier, travailler avec ces primers et fabriquer des tests diagnostiques. C'est ce qu'on a fait à l'Institut Pasteur, au Centre de référence des virus respiratoires, pour avoir des tests qui puissent être rapidement distribués à nos collègues de Lyon, d'abord le CNR de Lyon, puis aux grands hôpitaux de France, qui sont les hôpitaux référents pour le diagnostic de ces infections respiratoires. Il y a aussi les collègues de l'hôpital de la Charité à Berlin, Christian Drosten, qui avait également été un des co-découvreurs du coronavirus du SRAS, qui, comme Malik Peiris, prépare des primers très rapidement et les met sur le site de l'OMS pour que le monde entier puisse s'équiper de tests. Alors, les nouvelles de Wuhan, on en a 2 jours plus tard, par la séquence, toujours par cette messagerie ProMed, qui nous raconte que cette fois-ci, il y a 41 cas, donc on est passé de 4 à 41. Il y a eu un décès chez quelqu'un qui avait d'ailleurs des comorbidités importantes. Mais, et c'est une partie très importante de ce message, on nous dit qu'il n'y a pas d'infection parmi les personnels soignants et qu'il n'y a pas d'évidence de transmission interhumaine. Et ça, c'est fondamental parce que pour nous, qu'est-ce qui pourrait se passer? Vous avez un virus qui sort de l'espèce animale, on ne sait pas encore laquelle, dans un marché de Wuhan. Il pourrait éventuellement infecter des humains, mais sans être nécessairement transmissible de personne à personne. C'est ce qu'on voit par exemple avec la grippe aviaire, hein, H5N1, où des hommes peuvent être infectés au contact des volailles, mais il n'y a pas de transmission interhumaine, et c'est pour ça que ça n'est pas devenu une pandémie. Et donc, vraiment, la question que nous, on posait aux collègues chinois, c'est est-ce que vous avez de la transmission interhumaine? Là, ils nous répondent clairement qu'ils n'en ont pas et que la plupart des cas sont des personnes qui travaillent ou qui visitent fréquemment le marché de Wuhan. Donc,
Ils nous ramènent vers ce marché en nous disant possiblement les cas sont des gens qui ont été infectés au contact d'un animal, mais une nouvelle rassurante, il n'y a pas de transmission interhumaine qui ait pu être détectée au moment où cette note paraît, même si, nouvelle moins rassurante, il y a un décès qui laisse entendre que c'est des pneumopathies qui sont graves, même si la personne qui est décédée est une personne qui avait des comorbidités importantes, comme le dit ce message. Donc voilà, on est un petit peu en train de se demander qu'est-ce qui se passe, c'est pas très clair. Le 13 janvier, nouvelle un peu inquiétante, premier cas hors de Chine, en Thaïlande, une femme qui arrive à Bangkok. Il y avait des contrôles thermiques à l'aéroport de Bangkok, elle arrive de Wuhan, elle a de la fièvre, il la teste et il trouve le nouveau coronavirus. Et là, on se dit, un peu étrange quand même, 41 cas seulement et déjà un cas à l'étranger. Et puis 3 jours plus tard, premier cas au Japon. Et là, voilà, dans la communauté des épidémiologistes, on se dit qu'il y a quelque chose vraiment qui ne colle pas. Parce que vous ne pouvez pas avoir 41 cas sans transmission interhumaine dans une ville comme Wuhan, qui est une ville de 11 millions d'habitants, gigantesque, et déjà 2 cas exportés. Ou alors, c'est vraiment que les personnes qui travaillent dans le marché de Wuhan, elles voyagent énormément. Et cette intuition qu'on a est confirmée par nos collègues de l'Imperial College de Londres, qui, le 17 janvier, font un modèle mathématique où ils partent finalement des flux aériens de Wuhan vers les autres pays d'Asie et font une estimation de combien faudrait-il de cas à Wuhan pour qu'on ait déjà 2 exportations en Thaïlande et au Japon. Ils arrivent à 1700 avec une fourchette qui va de 400 à 4500. Et donc, évidemment, ce n'est pas 41 cas qui est à Wuhan, mais beaucoup plus. On est le 17 janvier. La pression monte sur le gouvernement chinois. On leur dit, attendez, dites-nous en plus. Comment se fait-il que vous annonciez 41 cas, qu'il n'y ait pas de transmission interhumaine et déjà 2 exportations? Regardez, les modélisateurs de Londres nous disent que c'est beaucoup plus... il y a beaucoup plus de cas à Wuhan que ce qui est su. Alors, les lendemains, le gouvernement chinois nous dit qu'il y avait effectivement un peu de retard dans la comptabilisation des cas. Il y a 50 cas supplémentaires. Le surlendemain de mémoire, je dirais, ils ont annoncé 100 cas. On est le 19 janvier, mais enfin voilà, on est encore dans des petites centaines. Et puis, le 20 janvier, apparaît sur l'écran de la télévision chinoise le professeur Zhong, connu de la communauté internationale parce que ça avait été vraiment un des acteurs principaux de la lutte contre le SRAS en 2003. Donc, c'est une vraie autorité, à la fois en Chine, mais également à l'international. Il vient à la télévision et donc il est à la tête, comme on peut le lire ici, du comité d'experts de la Commission nationale qui enquête un peu sur cette épidémie et il nous annonce qu'il y a en fait de la transmission interhumaine. De mémoire, je crois qu'il nous dit qu'il y a 16 personnels soignants qui étaient infectés. Et là, on comprend, avec déjà les nouvelles de ces exportations, avec cette confirmation de la transmission interhumaine, que l'épidémie est beaucoup plus sévère à Wuhan que ce que l'on pouvait en entendre. Et donc, 3 jours plus tard, là, on comprend que vraiment la situation est bien plus sévère qu'il n'y paraissait, puisque, comme vous le savez, le confinement est décidé à Wuhan et le lendemain sur la province de Hubei. Donc Wuhan, c'est 11 millions d'habitants. La province de Hubei, c'est 50 millions de personnes mises sous confinement. Des choses qu'on n'a pas vues dans l'histoire depuis plus d'un siècle, puisque même pendant la grippe espagnole, il y avait eu des confinements partiels, mais il n'y avait jamais eu comme ça un moment où on dit à la population la province de 50 millions d'habitants qui ne peuvent plus sortir. C'est extrêmement inquiétant. Ça veut simplement dire que l'épidémie est hors de contrôle et qu'on n'a pas assez d'équipements de protection et que la seule façon d'empêcher les gens de s'infecter, c'est de leur dire de rester chez eux. Donc, voilà qu'on est au 23 janvier. Le monde entier réalise que la Chine vit une crise sanitaire majeure. Et donc, on est tous amenés à nous interroger sur qu'est-ce qui va nous arriver. Alors, en France, il n'a pas fallu plus d'un jour pour qu'arrivent les premiers cas sur le sol français qui nous arrivent de Chine, de Wuhan. Et ce sont 3 cas. Le vendredi 24 janvier, immédiatement identifiés, hospitalisés, isolés, les contacts sont testés. Il ne se passe rien de plus. Il y a 3 cas la semaine suivante, tous venant de Chine. Là aussi, isolement, tous les contacts sont testés et il ne se passe rien de plus, pas de transmission secondaire.
Donc voilà, on a réussi, en tout cas sur les premiers cas, à contenir la transmission, si vous voulez, et puis l'extension de ce qui aurait pu être des petits foyers, puisque l'isolement a bien fonctionné. Le 31 janvier, reviennent à peu près 200 Français qui étaient à Wuhan. Ils sont rapatriés à Carry-le-Roi. Ils sont tous testés, tous négatifs. Bon, donc on se dit, pour l'instant, ça ne se passe pas trop mal. Le 8 février, le scénario change un peu parce que cette fois-ci, c'est un cluster de 5 personnes auquel une sixième personne se rajoutera très vite. Mais la personne qui les a infectés ne vient pas de Chine, c'est un Britannique qui arrive de Singapour. Et donc là, pour la première fois, on se rend compte qu'on a un risque de transmission qui nous vient non plus de Chine, mais de Singapour, où là, ce Britannique avait été en contact avec une collègue professionnelle chinoise. Et lui, il passe par les Alpes, par les contamines, c'est là que le cluster se déclenche, dans un chalet, et puis il continue sur la Grande-Bretagne. Et là, la coopération internationale a bien fonctionné parce que lui, quand il est malade et qu'il signale dans les hôpitaux anglais qu'il arrive de Singapour et qu'il est passé par la France, eh bien, le Public Health England, l'agence de sécurité sanitaire anglaise, prévient immédiatement les Français qui vont vers le chalet des contamines, identifient les personnes infectées, on les isole, et puis là encore, les choses se passent plutôt bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas secondaires, beaucoup de personnes sont testées aux contamines, y compris trois classes dans lesquelles un des enfants était allé, et pas de cas secondaires. Donc on est dans une situation assez étrange pendant le mois de février, où globalement, on apprend qu'en Chine, on a une épidémie majeure avec une province entière qui a été mise sous confinement et des villes de Chine, rappelez-vous, c'était le Nouvel An chinois, hein, les gens avaient beaucoup voyagé, toutes les villes de Chine sont touchées, mais partout, ils mettent vraiment pression très forte pour bloquer la circulation du virus. Et en dehors de ce qui se passe à Wuhan, sur lequel on n'a pas de nouvelles, on a l'impression que la situation ne déborde pas en Chine, encore qu'on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Mais dans les pays voisins, il y a des cas qui sont signalés, on l'avait dit en Thaïlande, au Japon, mais aussi au Vietnam, à Singapour, à Hong Kong, Taïwan. Partout, des mesures sont prises et les foyers sont contrôlés. Donc nous, en France, du 8 au 25 février, qu'est-ce qu'on a comme impression? On a réussi sur les importations à bloquer et empêcher la transmission secondaire à partir des cas qui avaient été signalés sur le sol français. Les personnes qui arrivaient de Wuhan n'étaient pas infectées. En fait, il y en a qui, à l'aéroport, avaient été bloquées parce qu'elles avaient de la fièvre. Probablement, elles étaient infectées, mais on ne les a pas vues arriver en France. Et puis, dans les foyers qui s'allument en Asie, un peu partout, à proximité de la Chine, eh bien, l'épidémie est contrôlée. Donc, on se demande, est-ce que finalement, ce qui est arrivé en Chine, c'est probablement parce qu'au début, ils ont laissé l'épidémie filer et quand ils ont voulu la stopper, c'était beaucoup trop tard. Mais si on s'y prend très tôt, peut-être que finalement, on peut le bloquer, ce coronavirus, et ne pas avoir d'épidémie majeure. Et je ne vous cache pas qu'à cette période, j'étais bien incapable de dire en février qu'est-ce que deviendrait cette épidémie. Tous les scénarios étaient possibles, entre des foyers un peu partout dans le monde, mais qui seraient maîtrisés à chaque fois, des importations en France, mais maîtrisées, donc quelque chose qui nous empoisonnerait la vie, mais qui n'irait peut-être pas plus loin, ou une épidémie qui part en vrille, comme à Wuhan, et qu'on n'arriverait plus à contrôler autrement que par des mesures extrêmement fortes de contrôle. Et tout bascule finalement dans la dernière semaine de février. D'abord, on apprend que dans le nord de l'Italie, à partir du 20 février, on a un premier cas, puis très vite, beaucoup d'autres cas qui sont identifiés. On a l'Iran qui commence à exporter des cas vers le Liban et le Canada. Et là, quand on interroge les autorités iraniennes, elles nous disent bah oui, on a une épidémie majeure en Iran. Et puis en France, il y a ce rassemblement évangélique à Mulhouse entre le 17 et le 22 février, et à la fin février, des patients qui commencent à arriver dans les hôpitaux du Grand Est, et en grand nombre. Et ça, c'est fin février. On a des personnes qui reviennent de croisière, ils étaient en Égypte, ils arrivent un peu partout en France, petite dizaine peut-être, et là aussi, on se dit, tiens, l'épidémie est en Égypte. Et puis, le 25 février, à la Pitié-Salpêtrière, un enseignant d'un collège de Crépy-en-Valois décède. Et quand Santé publique France va à Crépy-en-Valois, il se rend compte qu'il y avait déjà une épidémie qui était assez importante à Crépy et que voilà, il y avait des transmissions actives qui étaient passées un peu sous le radar.
Et ce qu'on sait maintenant, et j'ai eu l'occasion d'y travailler, c'est qu'en fait, il y a eu une épidémie importante qui a débuté dans le lycée dans la première quinzaine de février à Crépy-en-Valois, mais tout le monde pensait que c'était un virus hivernal tout à fait banal. C'était un lycée, les gens étaient jeunes, il n'y a pas eu de forme sévère. Il y a eu 2 hospitalisations, mais sur lesquelles le diagnostic n'a pas été porté parce qu'on n'avait pas de notion de voyage en Chine et vraiment, c'était en pleine période de grippe, en hiver, donc voilà. Et finalement, il y avait un foyer important dans l'Oise. Donc, on se retrouve en train de basculer fin février vers une épidémie mondiale. Et fin février, là aussi, dans le nord de la Corée, à Daegu, il y a un rassemblement évangélique, 5000 personnes qui vont être infectées. C'est donc un démarrage d'épidémie majeure. Donc, ça y est, le monde commence à basculer. Première semaine et deuxième semaine de mars, on a un afflux de patients au début assez âgés, mais assez vite beaucoup plus jeunes dans les réanimations du Grand Est de la France, du nord de Paris. Et on comprend qu'une épidémie majeure est en train de se développer. Et on voit l'Italie à côté de nous avec une semaine d'avance dans le nord de l'Italie où ils sont plus capables de maîtriser la situation. Et ça nous inquiète beaucoup. Et comme vous le savez, eh bien, voilà, réunion du conseil scientifique auquel j'appartiens à partir du 11 mars, très rapidement des mesures prises pour un confinement total de la France décidé pour le 17 mars. C'était la seule façon qu'on a pu bloquer finalement la progression d'une épidémie qui démarrait extrêmement vite sur le territoire français. Alors, on sort groggy de cette première vague épidémique. Et là, je vous avais une carte de la France à partir d'estimations faites pour le 11 mai qui vous montre que donc 2 mois plus tard, on a à peu près 5% de la population française qui a été infectée, plus dans les régions de l'Est de la France, qui étaient très durement touchées, comme on l'a dit, mais également la région parisienne, et où là, probablement, près de 10% de la population est infectée, et puis moins dans la Bretagne, qui a été épargnée, avec 3% de personnes infectées, et puis un peu partout, on est intermédiaire entre les deux. Et on a une information importante aussi, c'est qu'à partir d'estimations qui sont faites grâce à ces chiffres, le nombre de reproductions que vous connaissez tous aujourd'hui, le fameux R, qu'ici on appelle R0, parce que c'est en absence de mesures de contrôle, et dans une population qui est totalement indemne du virus auparavant, donc population non immunisée, eh bien, ce nombre de reproductions, le nombre de cas secondaires par personne infectée dans une population où il n'y a pas d'immunité et en absence de mesures de contrôle est de l'ordre de 3. C'est-à-dire que chaque personne en infecte 3. Et ça, c'est fondamental parce que c'est depuis le début ce qui nous permet de savoir d'abord jusqu'où pourrait aller cette épidémie si on la laissait filer et pourquoi donc il est très important de prendre des mesures de contrôle. Alors, je vous mets juste une diapositive un peu difficile à interpréter, mais qui est intéressante parce qu'elle vous montre les 13 régions françaises et elle vous montre que le confinement a été efficace en France. Vous avez ici les admissions à l'hôpital pour la Covid entre mars et avril 2020. Vous avez une ligne horizontale en pointillé qui est à une admission à l'hôpital pour 100 000 personnes, donc on est dans chacune des régions. Et ça, c'est un seuil d'admission à l'hôpital qui correspond à peu près à l'échelle nationale à 100 000 cas par jour. Donc, vous voyez un moment où l'épidémie est en train de partir hors de contrôle. Eh bien, ce seuil de 1 pour 100 000, il a été franchi partout en France. Et c'est ça quelque chose qu'on n'a peut-être pas perçu parce que le confinement a empêché l'afflux dans les hôpitaux. Mais on voit bien que le premier endroit où il a été franchi, si vous regardez, c'est le Grand Est, où il a été franchi vers le 10 mars. Puis après, c'est les Hauts-de-France et l'Île-de-France, où il est franchi le lendemain. Mais même la Bretagne, qui a été la zone la plus épargnée, eh bien, si vous regardez la Bretagne, vous verrez là que c'est le 23 mars, donc 13 jours plus tard après le Grand Est, que le seuil de une hospitalisation pour 100 000 personnes, qui une fois de plus, je le rappelle, traduit une épidémie très active, a été franchi. Simplement, le 17 mars, et c'est la ligne verticale rouge que vous voyez, il y a eu un confinement. Et ce que vous observez aussi assez bien, c'est qu'à peu près partout en France, à plus ou moins 2 jours, eh bien, la courbe des admissions à l'hôpital a basculé. Et ça traduit finalement l'efficacité du confinement, puisque indépendamment de la dynamique de l'épidémie dans chacune des régions, qu'on ait une épidémie très active ou en retard par rapport au Grand Est, eh bien, partout, c'est 11 jours après la mise en place du confinement que les admissions à l'hôpital ont commencé à diminuer, et 11 jours, c'est la durée moyenne entre l'infection et l'admission à l'hôpital. Donc, ça vous montre bien que, d'une part, l'épidémie était déjà généralisée sur la France et que donc c'est très bonne chose que le confinement ait été
généralisée, parce que sinon, on aurait eu des zones apparemment épargnées qui auraient basculé dans l'épidémie de façon extrêmement sévère. Et d'autre part, ça montre bien que c'est le confinement qui a permis de bloquer l'épidémie, mais on s'y attendait. À partir du moment où vous empêchez les personnes d'avoir des contacts entre elles, le virus ne peut plus se transmettre. Alors maintenant, que va-t-il se passer? Là, je me remets au mois de mai. On a vécu cette première vague qui a été quand même extrêmement dure. Et on se pose la question de qu'est-ce qui va se passer ensuite? Est-ce qu'il va n'y avoir qu'une seule vague? Est-ce que ça va se répéter? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder l'histoire. Et qu'est-ce que nous montre l'histoire? Bien, sur des grandes pandémies, cette fois-ci de virus grippaux, la grippe espagnole en 1918-1919, rappelez-vous, non, vous n'allez pas vous en rappeler, vous n'étiez pas là, mais en tout cas, ce que vous avez pu en lire, 25 à 40 millions de morts, et puis voilà, des hôpitaux remplis, des formes de garde nationale, Croix-Rouge, mobilisées pour essayer de faire face à cette épidémie dévastatrice qui touche le monde entier. Et quand on regarde par exemple les chiffres de Copenhague, on voit qu'il y a eu 3 vagues la première année, une vague estivale qui a été suivie un peu plus tard d'une vague automnale et puis une vague pendant l'hiver. Et les chiffres sont assez éloquents. Alors le R était un peu moins élevé que celui qu'on a rencontré pour notre coronavirus du SRAS, qui est à 3, avec en revanche une mortalité qui était de l'ordre de, vous voyez, pas loin de 1%, ce qu'on voit avec le coronavirus du SRAS, entre 0,5% et 1%. Et puis un excès de mortalité qui au début est plutôt chez les sujets jeunes et puis après va toucher à peu près tous les âges. Mais ce qui était important ici, c'est qu'on voit qu'il y a eu 3 vagues épidémiques qui se sont succédées très rapidement. Donc ça, ce n'est pas très rassurant pour nous. Et puis quand on regarde la grippe pandémique de H1N1 de 2009, eh bien là, vous voyez aux États-Unis qu'il y a eu aussi une vague en mai et puis une autre vague pendant l'automne ou pendant l'hiver, selon les régions ou les États des États-Unis. Et au Royaume-Uni, on voit qu'on a eu 3 vagues, avec une vague qui était au début plutôt au printemps-été, et puis après une vague automnale. Et c'est l'hiver suivant que vous avez une 3e vague. Donc vous voyez quand même que ces pandémies arrivent par vagues. Et on peut s'interroger sur pourquoi des vagues successives. Alors, finalement, il y a quelque chose qui nous permet de dire quand est-ce que ça s'arrêtera finalement, quand est-ce que ce virus s'arrêtera de circuler de façon épidémique. Et ça part de ce fameux nombre de reproductions que je vous citais tout à l'heure, qui était le R0. Et vous avez ici un petit diagramme qui vous explique assez bien qu'est-ce qui sous-tend ces vagues épidémiques. Eh bien, là, on prend un exemple d'un R0 qui serait à 4, c'est-à-dire que chaque personne, en absence d'immunité dans la population et en absence de mesures de contrôle, va en infecter 4. Et puis vous voyez sur le diagramme du haut, en A, que un premier malade en infecte 4, qui eux-mêmes vont en infecter 4. Maintenant, si vous mettez en gris des gens qui ont une immunité, qu'ils ont pu acquérir soit par l'infection naturelle ou soit grâce à un vaccin, et vous avez 3/4 de la population qui est immunisée. Comme vous le voyez ici, sur 4 points blancs, 4 points, pardon, il y en a 3 qui sont grisés sur les 4. Vous voyez bien que chaque personne infectée, elle va avoir des contacts potentiellement infectants avec 4 autres qui auraient résulté dans des infections si tout le monde avait été non immunisé, si tout le monde avait été susceptible. Mais là, puisqu'il y en a 3 sur 4 qui sont protégés par l'immunité, chaque personne n'en infecte qu'une. Et puis c'est la même chose ensuite, vous voyez donc en bas sur le B que la personne qui a été infectée sur le premier groupe de 4, elle ne va pouvoir en infecter qu'une autre, puisque les 4 autres contacts potentiellement infectants qu'elle va avoir, 3 sur 4 seront avec des gens immunisés. Et donc vous voyez que si les 3/4 des personnes sont immunisées, eh bien chaque malade ne pourra en infecter qu'un seul. Et à partir du moment où chaque personne ne pourra en infecter qu'une ou moins d'une, vous comprendrez que l'épidémie va s'arrêter. Et ces 3/4, c'est finalement le 1 moins 1 sur R0. Quand R0 est égal à 4, 1 moins 1 sur 4, ça fait 3/4. Et bien maintenant, si vous prenez un R0 de 3, 1 moins 1 sur 3, ça va vous faire 2/3. Et vous comprenez que ce virus ne s'arrêtera de circuler de façon épidémique que lorsque les 2/3 de la population auront été immunisés, que ce soit par infection naturelle, que ce soit par un vaccin. Donc on sait finalement depuis le début de l'épidémie, depuis qu'on a pu estimer ce R qui est à 3, que cette épidémie ne s'arrêtera que lorsque l'on aura les 2/3 de la population immunisée.
Et entre-temps, on appuie avec des mesures de restriction sur le virus et puis de contrôle. Alors, vous les connaissez, hein, maintenant, c'est les gestes barrières que je n'aurais pas besoin de répéter, mais le port du masque, la distance physique, on tousse dans son coude, on se lave les mains, on lave les surfaces et on aère. Et puis, c'est des mesures de distanciation sociale, on évite les contacts entre personnes dans la sphère familiale, avec les amis, dans la sphère professionnelle, etc. Ou en tout cas, s'il doit y avoir des contacts, ces contacts doivent être protégés. Tant que ces mesures sont en place, on arrive à contrôler la circulation du virus. Dès qu'on les enlève, ça redémarre et ça ne s'arrêtera que quand les 2 tiers de la population auront été infectés, du simple fait de cette petite formule que je viens de vous montrer, qui est donc très simple. Et pour les épidémiologistes modélisateurs, depuis le début de cette épidémie, depuis qu'on sait que le R est à 3, et ça on le savait à peu près en février-mars à partir des premières données qu'on a pu recueillir, eh bien, on sait que ça s'arrêtera quand les 2 tiers de la population seront immunisés. Alors, il peut y avoir un peu moins de transmission pendant l'été, hein, c'est des virus qui circulent mieux pendant les périodes hivernales, les virus respiratoires, mais à terme, ça prendra le temps que ça prendra, mais il faut avoir 2 tiers de la population immunisée pour que ça s'arrête de circuler. Et d'ailleurs, alors vous me direz, ça c'est en absence de mesures de contrôle, mais il y a un contre-exemple à tout ça, c'est que sur le SRAS, le R était aussi autour de 2 et 3, et pourtant l'épidémie s'est arrêtée assez vite, hein. Il y a eu 8000 personnes infectées et puis 800 morts. Donc pourquoi le SRAS s'est arrêté? Le SRAS s'est arrêté parce que les mesures de contrôle pouvaient être très efficaces. Et elles pouvaient être très efficaces pour une raison très particulière, c'est que la contagiosité des malades atteints du SRAS, là je parle du SRAS de 2003, ne débutait que 4 à 5 jours après le début des symptômes. Pourquoi? Parce que c'est un virus finalement qui était dans le fond des poumons, qui du coup faisait que les gens n'étaient vraiment contagieux que quand la pneumonie s'était installée, qu'ils se mettaient à tousser, et ça c'était vraiment des toux fortes 4-5 jours après le début des symptômes. Et ce que ça voulait dire, c'est qu'on avait 4 à 5 jours pour isoler les patients à partir du moment où ils avaient commencé à avoir de la fièvre et à tousser un petit peu, avant qu'ils ne deviennent contagieux. Et c'est finalement en isolant systématiquement les patients, mais parce qu'il y avait cette possibilité de les isoler tôt, que l'on a réussi à contenir l'épidémie de SRAS en population humaine. Et puis, je vous le rappelle, on a identifié le réservoir animal et on a éliminé les civettes. C'est-à-dire que je ne vous ai pas dit la fin de l'histoire des civettes, mais la consommation a été interdite en Chine et leur vente a été interdite et les fermes d'élevage ont été démantelées. Et les civettes se sont remises à vivre paisiblement à l'état sauvage, encore qu'on sait que malheureusement, il y a encore un peu de commerce de la civette. Mais bon, là, on a pu à la fois éliminer le réservoir animal et arrêter l'épidémie parce qu'il y a cette propriété très particulière du virus du SRAS que vous voyez ici, où vous avez à gauche le nombre de cas secondaires par personne infectée et vous voyez que c'est après 5-6 jours que ça commence à grimper. Et puis à droite, vous avez l'excrétion virale dans différents types de prélèvements, les prélèvements nasopharyngés, dans les crachats, dans les selles et les urines. Et vous voyez qu'il y a un pic qui se fait plutôt à partir de 8-12 jours après le début des symptômes de positivité, donc de concentration virale. Et donc, c'est grâce à cette propriété-là qu'on a pu empêcher la circulation du coronavirus du SRAS. Malheureusement, avec la Covid, et ça, on l'a su, la première publication nous est arrivée le 1er février, mais elle a été très contestée. Dans le New England Journal of Medicine, les Allemands nous racontent une histoire assez étonnante où une collègue chinoise d'un groupe commercial vient en visite en Allemagne, participe à des réunions vers le 20-22 janvier, n'a pas de symptômes, repart en Chine où elle développe des symptômes, elle est hospitalisée et diagnostiquée, et des personnes qui étaient à la même réunion, on le voit ensuite, tombent malades. Et ça a été la première fois que cette notion que des personnes qui n'avaient pas de symptômes pouvaient être contagieuses pour la Covid. C'était la première trace sur cette publication qui a été d'ailleurs au début très, très critiquée parce qu'elle remettait tout le modèle de contrôle de l'épidémie en cause. Avec le SRAS, notre biais cognitif était de se dire, si c'est comme le SRAS ou comme le MERS, cet autre coronavirus du Moyen-Orient, si on isole rapidement les patients, ils ne seront pas encore contagieux et on peut stopper l'épidémie. Mais là, voilà, on est un virus qui est un peu différent. Et pourquoi est-ce qu'il est un peu différent? C'est qu'à la différence du coronavirus du SRAS qui était dans le fond des poumons, ce coronavirus, il est plutôt dans la gorge, avec des concentrations qui peuvent être jusqu'à 1000 fois supérieures dans la gorge comparé à ce qu'on voyait pour le coronavirus du SRAS. Et du coup, les personnes peuvent être contagieuses très tôt, avant même le début des symptômes, 2 jours avant, on le sait maintenant. Et quand on parle, eh bien, il peut y avoir ce n'est pas simplement les gouttelettes, les postillons ou la toux qui peuvent être contagieux, comme pour le coronavirus du SRAS, mais
Là, ce sont même des aérosols, des particules extrêmement fines qui sont tellement petites que normalement, ils ne devraient pas contenir du virus, mais les concentrations de virus sont tellement élevées dans la gorge que même des aérosols, moins de 5 microns de diamètre, qui peuvent rester en suspension dans l'air, aller à plusieurs mètres, peuvent contenir du virus. Et si par malchance, vous êtes dans la même pièce qu'une personne, dans les 2 jours qui précèdent le début des symptômes, et que cette personne parle, et pire encore, chante ou crie, eh bien à ce moment-là, il y a une émission d'aérosols qui vont flotter dans la pièce et qui peuvent vous infecter. Et d'où, avec ce coronavirus, la nécessité de mesures encore plus strictes de port de masque et d'aération, même quand vous êtes à plus d'un mètre des personnes avec qui vous êtes en contact. Mais ça, on l'a appris plus tardivement, hein. Donc, les tout premiers cas de transmission en période présymptomatique, on l'a su en février-mars, ça a été très discuté. Et puis, cette concentration de virus dans la gorge, les aérosols et tout ça, c'est des connaissances qui ont été accumulées entre avril et juin, je dirais. Et c'est vraiment seulement en juin qu'on était convaincus, parce qu'on a vu beaucoup de clusters en milieu confiné, que voilà, ce coronavirus pouvait se transmettre aussi par ces formes d'aérosols. Mais nous voilà donc avec une épidémie beaucoup plus difficile à contrôler que l'épidémie de SRAS. Et de fait, il faudra attendre nos 66% d'immunité collective. On en a même fait l'expérience avec le porte-avions Charles de Gaulle, puisque à la mi-mars, le Charles de Gaulle est dans la rade de Brest. Il embarque avec donc à peu près 1700 marins. Pendant 15 jours, ils font attention en se disant, est-ce qu'on a embarqué le coronavirus avec nous? Ils respectent les mesures barrières, etc. Assez difficile dans un porte-avions, vu la proximité entre les différents, entre les marins, etc. Mais les choses se passent plutôt bien. Le 30 mars, d'ailleurs, ils décident de lever les mesures. Ils font même une soirée. Et ce que vous voyez ici est une courbe épidémique sortie d'un traité d'épidémiologie qui suit finalement les contaminations qui ont lieu à partir du 30 mars. Et là, on se rend compte que 68% des marins ont été infectés avant que l'épidémie s'arrête, même malgré les mesures de contrôle. Donc, vous voyez, cette notion d'immunité collective, elle n'est pas du tout fictive, hein. Elle a été expérimentée ici, puis on sait maintenant qu'il y a eu des villes dans le monde, autour de Bombay, du Cap en Afrique du Sud ou de Manaus au Brésil, où de tels niveaux d'immunité ont été atteints avant que l'épidémie s'arrête. Et donc voilà, on est condamné à attendre, avoir atteint cette immunité. Alors on peut l'atteindre, cette immunité, par l'infection naturelle, mais regardez en France, hein, la première vague, 5% de personnes infectées, 30 000 morts. Deuxième vague, on a à peu près 7% de personnes infectées et pour l'instant, on en est à près de 40 000 morts. On ne va pas, pour atteindre ces 50%, passer par des vagues qui font à chaque fois 5% de personnes infectées et 30 000, ça ferait 300 000 morts. Donc, vous l'avez bien compris, c'est le vaccin et seulement le vaccin qui pourra nous sortir de là. Et donc voilà, vous connaissez la suite de l'histoire. On a eu un été qui s'est passé raisonnablement bien, avec ici les admissions à l'hôpital. Et puis au mois d'août, le virus a recommencé à circuler, d'abord chez les sujets jeunes et puis un peu plus âgés. En septembre, on a eu une montée, on a eu un plateau. On s'est dit peut-être que finalement, on arrive à le contrôler assez bien, ce virus. On a absorbé la rentrée scolaire, universitaire, professionnelle. Vous voyez le plateau qu'il y a du 14 septembre à début octobre. Et puis, coup de froid en fin septembre, une baisse des températures qui, par endroits, va atteindre 25 degrés, plus généralement 15 degrés sur l'ensemble de la France, mais l'ensemble de l'Europe. Et c'est le démarrage de la deuxième vague. Confinement partiel décidé en fin octobre, début novembre. On voit un effet et puis on relâche un peu les mesures. Et là, on est parti sur un plateau, et un plateau un petit peu ascendant maintenant avec les fêtes de fin d'année. Donc, qu'est-ce qui va nous sortir de tout ça? On est maintenant à peu près 12% de la population française qui est infectée sur le territoire. Bah, c'est le vaccin, hein, parce qu'il n'y a que le vaccin qui peut nous permettre d'atteindre l'immunité collective. Le vaccin, en plus, il peut être ciblé, hein, on peut le donner aux plus vulnérables, c'est ce qu'on fait actuellement, en vaccinant les personnes fragiles, les plus de 75 ans pour commencer, puis on va descendre, et puis les exposés, les personnels soignants. Il peut être répété aussi parce qu'on ne sait pas quelle est la durée de protection, hein, que nous donne l'immunité, soit par l'infection naturelle, soit par un vaccin. Mais d'abord, il faut être sûr que donc, ce vaccin doit être sûr et doit être efficace. Et les données qu'on a, alors sur ces nouveaux vaccins, c'est là aussi où cette période est incroyable, parce que alors qu'on utilise des quarantaines et des isolements qui sont des méthodes de contrôle d'épidémie passées, en un an, on a eu des nouveaux vaccins développés avec des technologies innovantes comme l'ARN messager. Donc l'ARN messager, hein, qu'est-ce que c'est finalement? Vous savez, vous avez normalement le génome du virus. Quand il va coder la protéine de surface, donc les spicules qui font cette couronne, hein, du coronavirus, bah, il va avoir un petit ARN messager qui fait le messager entre l'ARN du virus et puis dans la cellule, les petits ribosomes qui vont transformer cette
code génétique en acides aminés qui vont devenir s'assembler et faire des protéines. Eh bien, on a pris finalement cet ARN messager qui code pour la protéine de surface de ce coronavirus, on vous l'injecte directement dans le bras, et puis lui, il va aller dans la cellule, il va trouver les ribosomes de vos cellules, et puis il va faire des petites protéines de surface de ce coronavirus, et vous allez fabriquer une immunité à base d'anticorps et d'immunité cellulaire contre cette protéine de surface. Donc c'est un procédé absolument révolutionnaire. Au début, c'était difficile d'avoir un ARN messager stable, il est détruit assez facilement, il a fallu changer un tout petit peu la séquence pour le rendre plus solide, et puis il a fallu l'entourer de nanolipides et puis le conserver au froid. Et c'est ça la grosse difficulté. Vous l'avez entendu, la chaîne de froid à moins 80 degrés ou moins 20 degrés sont les vaccins. Bon, on a d'autres vaccins qui vont arriver sur des modes opératoires plus classiques et qui n'auront pas besoin des mêmes conditions de conservation, mais c'est ça qui nous permettra d'en sortir. Malheureusement, vous le savez, depuis quelques semaines, on a vu apparaître, notamment au Royaume-Uni, et puis dans le pays voisin, l'Irlande, et puis aussi maintenant en Afrique du Sud et ailleurs, des variants de ce nouveau coronavirus. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui explique cette accumulation de mutations vraiment exceptionnelles pour ce coronavirus, parce que jusqu'à présent, il avait peu muté. On se demande si, chez les sujets qui ont des immunosuppressions, qui peuvent être dues à des traitements ou alors des maladies qui diminuent votre immunité ou des infections comme le virus du sida, si des infections chroniques ne permettent pas l'accumulation de mutations et expliqueraient l'émergence de ces variants assez tardivement dans cette épidémie, depuis septembre, mais qui changent un peu la donne, malheureusement des variants plus transmissibles, qui sont 50% plus transmissibles que ce qu'on avait jusqu'à présent, et qui du coup change complètement notre façon de penser 2021, puisque là, on espérait qu'on avait appris à contrôler ce virus et qu'avec la vaccination, on arriverait à contenir finalement cette épidémie le temps qu'on vaccine. Et puis là, on se rend compte que cette transmissibilité plus importante nous met un défi supplémentaire. J'espère qu'on sera à la hauteur pour le relever. Ça va être très difficile encore pour les semaines à venir, mais si on arrive à vacciner vite et à protéger d'abord les plus fragiles, et puis après à vacciner plus largement pour atteindre une immunité collective qui nous permette enfin de bloquer la circulation de ce nouveau coronavirus, j'espère qu'on pourra sortir de ce cauchemar dans lequel on est plongé depuis plus d'un an. Donc on le verra dans les mois à venir. En tout cas, je vous remercie de votre attention. J'espère effectivement de tout cœur que tous les efforts réunis de la population dans le respect des gestes barrières, de la distanciation sociale nous permettra d'éviter à nouveau une vague qui surchargerait trop les hôpitaux qui sont exténués depuis le début de cette épidémie, sans pour autant nous-mêmes mettre en péril trop notre vie sociale et puis la vie économique qui souffre beaucoup. Et puis dans le même temps, il y a les scientifiques qui sont derrière et qui ont réussi, notamment avec ces vaccins, des prouesses. Donc voilà, le génie humain va-t-il finir par triompher? Je l'espère en tout cas de tout cœur, et je vous remercie de votre attention pour cette conférence. Au revoir.